bien bonjour, ou bonsoir selon le moment où vous verrez cette vidéo. Nous sommes le 22 novembre, c'est donc 2025, c'est donc le moment où j'enregistre. Euh, bon, je vous dirai la même chose que la dernière fois qu'habituellement, c'est que je suis bien désolé pour le peu de régularité des vidéos, mais bon, j'ai pas trop le choix, donc je fais comme je peux. Ensuite, comme vous le savez, je ne m'intéresse pas beaucoup, pas plus que ça en tout cas, à l'actualité. Je ne suis pas là pour commenter l'actualité, d'autres le font plus ou moins bien. Moi, l'actualité ne m'intéresse que dans la mesure où elle révèle des phénomènes, où elle s'inscrivent dans des phénomènes plus anciens et plus profonds. C'est ça qui m'intéresse. Disons que c'est pas l'actualité qui m'intéresse, c'est l'histoire. Bon, ayant dit tout cela, j'en viens à mon sujet, ou plutôt à plusieurs sujets. Je commencerai donc par la libération de Boualem Sansal, non pas pour commenter en soi le fait d'actualité dont je n'ai rien à faire. En revanche, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que je reviens déjà sur ce que je disais sur la précédente vidéo. Boualem Sansal n'a jamais été un opposant au régime, faut le savoir. C'est un homme produit par le régime algérien, pas du tout un opposant, pas plus que Bouchouareb, qui est réfugié aujourd'hui en France, et qui est un ancien ministre des Mines à l'époque de Bouteflika, et qui a été condamné en Algérie à 100 ans de prison, et qui est réfugié en France, protégé par Macron. Ce sont des amis. Enfin, des amis. Pour autant que Macron puisse avoir des amis. Enfin, disons qu'il est lié à Macron, et protégé par Macron. Donc, je reviens donc à ce monsieur Sansal. Il a donc été libéré, alors qu'il avait été condamné de façon tout à fait légale. On pense qu'on veut des lois, mais les lois, c'est les lois. Duralex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et donc, il a été condamné pour contestation gravissime. Je veux dire, le type expliquait que la moitié de l'Algérie appartient au roi Momo. C'est-à-dire, en dernière instance, au Marzen et derrière à Israël, pendant qu'on y est. Donc, tout ça n'est pas sérieux. Il a été très justement condamné. D'un point de vue algérien, et même d'un point de vue plus général, on peut dire qu'il y a toutes sortes de gens qui sont en prison, on ne sait pas pourquoi ils y sont forcément. D'accord. Mais lui, on savait exactement pourquoi il y était, il n'y avait pas de doute là-dessus. Voilà. Bon, enfin bref, il a été libéré. Alors, tout le monde se souvient de tout le cirque qu'il y a eu en France, les comités de soutien, 90% d'extrême droite. Par extrême droite, il faut entendre l'extrême droite au sens strict, au sens partisan, mais également la mentalité d'extrême droite, s'agissant, lorsqu'on parle de l'Algérie, qui s'est étendue pratiquement partout. Il faut le savoir. En tout cas, la France, l'État français s'est lancé dans un bras de fer contre l'Algérie, bras de fer qui vient de perdre très officiellement. Voilà. Maintenant, c'est comme un match de boxe. Il y a eu illusion au premier round, deuxième round, troisième, ou en quatrième, KO. Comme ça, il n'y a plus de discussion. Il n'y aura pas de dispute à la fin. Il y a bien eu défaite diplomatique, politique, symbolique de l'État français. Les Algériens ont joué formidablement et ils ont prouvé qu'ils étaient, eux, sur la diplomatie algérienne, l'État algérien, a prouvé qu'il était ceinture noire en diplomatie. Mais ceinture noire, septième dan. Là où les Français sont arrivés, ou plutôt sont revenus à un niveau de ceinture jaune, orange, quoi, au maximum. C'est n'importe quoi. Mais c'est pas d'aujourd'hui. C'est le genre de choses qui m'intéressent, moi. C'est qu'en fait, c'est pas quelque chose de conjoncturel. C'est ancien. Déjà, le général de Gaulle faisait remarquer, et on trouvera ça, je ne sais plus dans quel tome si c'était de Gaulle, d'Alain Perfit. Comme vous le savez, le général de Gaulle avait des entretiens non officiels avec Alain Perfit, qui était ministre de l'Information à l'époque, et qui ont été publiés après la mort de Gaulle. Il donne toutes sortes de choses qu'il ne disait pas forcément ouvertement. Et donc, il traitait de la question à l'époque de la guerre d'Algérie
Et il disait que la diplomatie algérienne, il disait, si on me donne quelques 3-4 types qu'a le FLN à New York, ça remplacerait très avantageusement tout le Quai d'Orsay. Déjà à l'époque, déjà dès la guerre d'Algérie, la diplomatie algérienne qui était sortie de nulle part. Il n'y avait pas de diplomate d'origine algérienne dans l'administration française. Il n'y avait rien du tout. Les mecs sont sortis réellement de nulle part. Et ils ont construit en quelques années une diplomatie très solide. Très, très, très solide. Et cette diplomatie, elle a continué jusqu'à aujourd'hui. Alors il y a eu la grande époque donc du FLN, puis après l'indépendance, la grande époque de Boumedienne. Il y a eu une petite éclipse pendant la période des 10 ans de la décennie noire. Puis doucement, doucement, ça a repris. Alors ça avait repris avec le Bouteflika, qui avait toutes sortes de défauts, mais qui est une qualité, notamment d'être un bon diplomate, très bon même. Mais, comme vous le savez, sur les 20 ans où il a été au pouvoir, il a réellement gouverné 5 ans. Le reste, après, ça a été fait par toutes sortes de gens qui se sont révélés extrêmement nuisibles. Mais il faut reconnaître qu'avec Tebboune, l'Algérie est revenue à sa grande tradition diplomatique. Pour ceux qui veulent chercher, trouveront toutes sortes d'ouvrages, en français, en anglais, dans toutes sortes de langues, sur la diplomatie algérienne et son extrême qualité, sa connaissance profonde des réseaux à la fois officiels et officieux. Parce que la diplomatie, c'est tout ça. C'est ce qui est officiel et c'est officieux. L'Algérie n'a pas été utilisée comme intermédiaire par les États-Unis d'Amérique très longtemps au Moyen-Orient, pour rien. La politique des États-Unis aujourd'hui, dans le Sahel, en Afrique, etc., ne se comprend pas si on ne voit pas le lien qui demeure entre la diplomatie et certains services américains et l'Algérie. Et c'est là, par exemple, pour revenir à la diplomatie algérienne, on l'a vu là récemment avec l'histoire du Sahara occidental, des discussions à l'ONU. Bon, malgré les fanfaronnades des Marzen, la vérité c'est qu'ils n'ont pas gagné. Ils n'ont rien gagné du tout. C'est que tout le monde a maintenu. Alors, c'est pas une victoire claire et nette, il n'y a pas de chaos pour l'Algérie non plus. Mais disons que les Algériens ont su convaincre les Américains et d'autres, etc., que la question de l'autonomie dans le cadre marocain comme seule solution n'était pas acceptable. C'était une solution parmi d'autres. Voilà. Au passage, d'ailleurs, le simple fait que les Marocains acceptent un plan d'autonomie prouve bien que le Sahara occidental n'est pas eux. Parce que si tu es chez toi, tu ne fais pas de plan d'autonomie, puisque tu es chez toi. Donc, bon, encore une fois, ce sont des fanfaronnades du Marzen et de ses soutiens. Il n'y a qu'en France qu'on relaie cette interprétation. Parce qu'il suffit de consulter la presse américaine ou espagnole, etc. C'est pas du tout ce qu'ils racontent. Bon, enfin bref, c'est presque un détail. C'est donc pour en revenir à l'histoire de Brahim Sansal, qui en soi est insignifiante. C'est juste une crapule d'extrême droite. Une crapule d'extrême droite qui a été bien nourrie par l'État algérien. Ce qui veut dire aussi que l'État algérien recrute, forme et protège des gens de merde. C'est ça aussi le problème, il faut aussi dire les choses comme elles sont. Et, alors, je ne dis pas qu'ils sont tous de merde, c'est pas le cas. Mais il y en a un certain nombre, Bouchareb, Brahim Sansal et quelques autres, qu'il a nourri en son sein, qu'il a protégé, qu'il a avantagé, à qui il a offert un peu de tout. Tout ça pour se retrouver trahi. Mais à la limite, ça c'est le point de vue de l'État algérien. Notre point de vue à nous, par exemple, des Algériens en France, qu'on soit des nationaux algériens, qu'on soit binationaux, peu importe, tous ceux qui sont algériens en France, doivent savoir que c'est une crapule ce Brahim Sansal. C'est une saloperie qui a pactisé toute la pourriture d'extrême droite anti-algérienne en France. À commencer par le magazine Frontières. C'est vraiment des excréments d'extrême droite, mais ils puent à des milliers de kilomètres.
Sans parler en plus de son sionisme. Sionisme fanatique au moment même du génocide, il faut le faire. Hein. C'est vraiment c'est une merde. Zan, comme ils disent en kabyle. C'est de la merde. Bon, voilà, donc il est libéré. Je lui souhaite rien de bon. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. En tout cas, pour résumer cette affaire, donc, ça a été un moment dans la précédente vidéo, j'ai montré que, contrairement à ce qu'on avait dit, les contradictions entre l'État français et l'État algérien, mais plus que l'État français, toute une partie de la population française structurée autour des excréments d'extrême droite, autour de ce que j'appelle aussi la néo-OS. Ça ne va pas disparaître. C'est pas parce que, par exemple, Retailleau a quitté le pouvoir que ça va changer quoi que ce soit. Même si, par hypothèse, il y avait un réchauffement des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, ce qui finira par arriver, hein, soit avec Macron, soit après, on verra bien la situation. Il n'en reste pas moins qu'il y a une tendance en France qui n'est pas prête de partir. Elle est vraiment très présente et très problématique. Alors d'où elle vient? D'où vient le fait qu'en France, on présente l'Algérie comme, je sais pas, c'est un mélange de la Roumanie de Ceausescu, plus les pires périodes de la Corée du Nord, plus... je veux dire, c'est à peine s'ils n'accusent pas le pouvoir algérien d'avoir des camps de concentration, d'exterminer des gens. Enfin, c'est de la démence. Hein. La façon de présenter l'Algérie, alors qu'ils nous ont, par exemple, nous en France, ils nous ont sous les yeux. Alors bien sûr, ils prennent toujours des narcotrafiquants. Ou alors un frotteur du métro. Mais enfin, nous savons, et les moins cons parmi eux, savent bien que c'est pas représentatif de plusieurs millions de personnes. Ils le savent parfaitement. Mais ils maintiennent cette position. L'Algérie, pourquoi? Pourquoi l'Algérie les obsède autant? Ben, en réalité, et ça va nous conduire à la suite de maintenant de ce que je veux dire, la fin de l'Algérie française, ça a voulu dire, au fond, la fin des prétentions à la puissance mondiale de la France. Bien sûr, ils ont la Guyane, ils ont la Nouvelle-Calédonie, mais ça, pour combien de temps ça pourrait être très court. Ou la Réunion, bon, ils ont Wallis et Futuna, Papette, bon. Mais l'Algérie, c'était quand même de gros morceaux, tout le monde comprend, tout le monde le sait, etc. Et que non seulement ils ont perdu l'Algérie, mais en plus ils l'ont perdu dans des conditions qu'ils considèrent humiliantes. Mais en réalité, ça a été humiliant que parce qu'ils l'ont bien voulu. Personne ne les a obligés à mener une guerre pareille. Il suffisait d'accepter un plan d'indépendance sur une décennie, etc. Bon, ils auraient pu arranger le coup. Mais comme c'était des crapules, et comme c'était pensé que l'Algérie était tellement indispensable à leur puissance, à leur statut mondial, ils se sont lancés dans une pure folie, que le général de Gaulle a accompagné. Hein, parce qu'on nous présente ici le général de Gaulle comme celui qui aurait... il aurait accordé l'indépendance à l'Algérie. Non, il a peut-être accordé l'indépendance à sa grand-mère, mais pas à l'Algérie. D'accord? C'est 8 ans de guerre sauvage. Point à la ligne. Défaite globale. Et notamment la défaite diplomatique que j'évoquais plus haut, qui a été totale. Hein. C'est un chaos. L'Algérie avait retourné totalement à la situation mondiale. Qui soutenait la France à l'époque? Quasiment personne. Même Franco, il soutenait les Algériens. Vous imaginez? Mais il n'y avait quasiment personne pour soutenir la France. C'était mis dans une situation catastrophique. Bon, ils sont restés sur cette idée-là, haineuse, que l'Algérie les aurait fondamentalement humiliés, qu'elle aurait privé la France de son statut de puissance mondiale, etc. Non. La France aurait pu maintenir son statut de puissance mondiale, ce qu'a fait le général de Gaulle avec l'arme nucléaire. Hein. Et également aussi avec le siège permanent de la France au Conseil de sécurité. Siège permanent, etc., qu'elle a obtenu que grâce, ce que de Gaulle reconnaissait, grâce à son empire. C'est avec l'empire, hein, je fais son accent, c'est avec son empire que la France s'est refait une souveraineté. Vous trouverez ça dans ses mémoires de guerre. Je crois que c'est le tome qui s'appelle L'Appel. Bon.
C'est un fait. L'armée française de la libération s'appelle l'armée d'Afrique. Elle a été rebaptisée première armée française plus tard. Parce que l'armée d'Afrique qui libère la France, ça faisait chier. Donc il a fallu. Et dans armée d'Afrique, il faut comprendre l'Afrique du Nord. 80% des effectifs, même plus, sont des Nord-Africains. Voilà. Et les deux plus gros effectifs, d'abord les Algériens et ensuite les Marocains. Voilà. Et enfin les Tunisiens, bien sûr, mais pour des raisons démographiques évidentes, moins nombreux forcément. Voilà. Donc, cette hostilité à l'Algérie commençait très tôt. Un type comme Michel Debré, qui était le Premier ministre de De Gaulle, qui était fidèle, qui a toujours été fidèle toute sa vie à De Gaulle, était néanmoins un pro-Algérie française. Il était pro-Algérie française pour cette raison. C'est pas qu'il voulait spécialement opprimer les Algériens, c'est pas ça. Il aurait été prêt à des évolutions. Mais c'était trop tard, bien sûr. Il fallait le faire il y a longtemps, avant. Mais il était pro-Algérie française et pour lui, la fin de l'Algérie française, c'était une perte de puissance de la France, c'est une perte démographique de la France. Il était obsédé par la démographie. Il faisait partie des gens qui disaient il faut une France de 100 millions d'habitants, y compris avec ses conneries. C'est très loin des droitards d'aujourd'hui, qui pleurnichent parce qu'il y a des noirs d'équipe de France de foot ou je sais pas quoi. Lui, Debré, il voulait 100 millions, mais ils auraient avec qui? À l'époque, la France, il y avait à peine 40 millions d'habitants. Enfin, un peu plus de 40, mais 40, 42 millions d'habitants. Et la seule façon d'obtenir les 100 millions, c'était avec la colonie, notamment l'Algérie en particulier. Alors pourquoi il voulait absolument 100 millions? C'était pour faire contrepoids à l'Allemagne. Ça, je veux dire, les choses fondamentales, vous les retrouvez, il suffit de patienter, elles reviennent toujours. C'est pas là, et tu vas devoir revenir. Et ben on y est d'ailleurs. Et c'est à ça que je vais arriver maintenant. Pourquoi est-ce que ils sont aussi excités que ça? Bon, la perte du prestige, tout ça, bon, c'est sûr que c'est un souci, mais enfin, la France, à la limite, se portait pas trop mal, même après la fin de la présence de l'Algérie française. Encore une fois, comme je l'ai dit, avec son siège permanent à l'ONU, au Conseil de sécurité, plus l'arme nucléaire. Très bien. Croissance économique majeure, mais comme dans tout l'Occident capitaliste, pendant les fameuses 30 glorieuses, avec en France la sécurité sociale, parce que c'est ça qui a été le pilier, sécurité sociale qui est une mesure, une construction communiste, doublement communiste au sens du Parti communiste et de la CGT, et au sens de la mentalité communiste, c'est-à-dire quelque chose qui doit être arraché au monde marchand. Aujourd'hui, on veut renvoyer toute la santé au monde marchand. C'est-à-dire, tu raques, tu te soignes, tu raques pas, tu crèves. Et encore, même quand tu raques, ça dépend combien tu raques. Si tu raques pas beaucoup, tu auras un médecin migrant, il comprend plus ou moins ce que tu lui dis. Si tu raques un peu plus, tu auras un médecin qui vient juste de sortir de l'école, qui est juste diplômé, bon, peut-être il peut t'aider. Si tu payes beaucoup, tu auras le professeur Mathieu tout en haut du panier, qui lui s'occupera de toi. Voilà. Et tu partiras de l'hôpital de banlieue à la clinique, comment ça s'appelle, américaine, à Neuilly, ou dans les cliniques les plus huppées de France. Voilà. Donc, heureusement qu'il y a eu donc cette institution communiste de la sécurité sociale qui existe encore, même s'ils font tout pour la déglinguer. C'est pas, contrairement à ce qu'on vous dit, ou que vous pouvez lire dans des manuels scolaires, là, des conneries, là, ce n'est pas du tout une décision gaulliste. C'est bien le Parti communiste. C'est un rapport de force entre la CGT Parti communiste, mais à l'époque, le Parti communiste, c'est 30%. C'est en termes électoraux, c'est le Front National d'aujourd'hui, le Rassemblement National. Mais attention, politiquement, c'est autre chose. La CGT dans la rue, c'est pas. Faut voir ce que c'est. C'est quasiment une armée, c'est quasiment l'armée rouge. On ne discute pas avec eux. Voilà, ça c'était l'époque un peu sérieuse. Bon, tout ça est fini. Et donc, il y a eu tout ce développement économique, etc., malgré la perte de l'Algérie. Donc, on pouvait plus ou moins oublier. Ce qui n'empêchait pas de casser les couilles, excusez-moi pour la grossièreté, mais enfin, des Algériens en France. Ça a toujours joué. Tout en les faisant venir, c'est toujours la même histoire avec eux.
Ils te font venir, ils te laissent rentrer, ils te sollicitent, ils ont besoin de toi, mais en même temps, ils ne peuvent pas s'empêcher de te casser les couilles et de t'insulter. C'est comme ça. Donc, la situation aujourd'hui en France, ce qui explique aussi pourquoi cette espèce d'obsession permanente de l'Algérie, de la perte de puissance, etc. Mais maintenant, ça prend une autre forme, c'est que de nous présenter, nous, Algériens en France, comme des pilleurs de la France. Alors, ils ont essayé d'expliquer que l'Algérie est pillée en recevant des aides, etc., mirifiques, des milliards par-ci, des millions par-là. Bon, tout ça, ça fait pchit, comme disait le président Chirac jadis. Il n'y a rien, Walou. C'est même le contraire, en réalité. D'accord. C'est plus eux qui grattent l'Algérie que l'Algérie qui gratte la France. Ce qui est un scandale, hein. Ce que les Algériens, le pouvoir algérien est plus toléré un truc comme ça, et puis d'être entraîné dans une histoire comme ça. Alors c'est pas le président Tebboune qui est coupable de ça, c'est évidemment le régime, c'est même pas Bouteflika, c'est ceux qui ont pris indûment le pouvoir après l'AVC du président Bouteflika qui l'a rendu impotent et incapable de gouverner. Bien. En réalité, la France est dans la situation suivante, ce qui explique ce qu'ils sont en train de faire actuellement et ce qui risque d'arriver par la suite. La France, comme tous les pays capitalistes avancés, est en voie d'effondrement. Voilà. Alors d'abord, si on s'en tient juste à la question économique, l'explication est simple. L'Occident, d'abord européen, donc l'Europe d'abord, puis par extension l'Occident, c'est-à-dire l'Amérique, l'Australie, le Canada et comment ça s'appelle la Nouvelle-Zélande, puis par une extension un peu plus indue, mais qui s'explique à partir de la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, la Corée du Sud, pardon, et le Japon. Tout ça forme ce qu'on appelle l'Occident. Évidemment, le Japon n'est pas occidental, mais ni la Corée du Sud. Mais enfin, on les a assimilés, ni Taïwan. Mais enfin, on les a assimilés à une organisation, disons, à un monde commun. Voilà. Bon. Le fait est que cette domination occidentale qui a commencé avec la découverte des Amériques, l'accumulation, la première accumulation capitaliste qui s'est faite par le pillage de l'or d'Amérique et par l'esclavagisme. Tout ça est expliqué, tout ça est résumé, enfin bon, par Marx, hein, évidemment. Il faut toujours aller à l'autorité. C'est donc le dernier chapitre du livre 1 du Capital, pour ceux qui veulent aller voir. Ça s'appelle l'accumulation primitive. Marx explique comment les premiers fonds se sont accumulés et qui ont permis la suite. Bref. En tout cas, jusqu'à la fin, disons, jusqu'à la deuxième moitié, disons, on va dire la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un retournement de situation. À partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, commencent les grands mouvements de libération. En réalité, les guerres ont commencé avant. Si on prend juste l'Algérie, si on prend le Maroc avec Abdelkrim dans le Rif, qui a été un devancier, qui a été un leader, qui a montré la voie à beaucoup de monde. Bon, évidemment, les Chinois. Enfin, les Chinois, c'est quand même gigantesque. Hein. Les guerres patriotiques du nationalisme chinois, la chute de l'Empire, 1919, Sun Yat-sen, etc. Puis ensuite, le courant nationaliste et surtout, évidemment, l'arrivée du Parti communiste, du maoïste. On a vu au Vietnam, etc. Bon, bref, ce sont des processus très lents, qui ont été d'abord des processus de défense, puis de reconquête de souveraineté, mais très difficiles, hein, parce que on sait bien que la plupart des pays d'Afrique subsaharienne qui ont acquis leur indépendance après, dans les années fin des années 50, début des années 60, indépendance acquise grâce à l'Algérie. Car s'il n'y avait pas eu de guerre d'Algérie, ni le Maroc, ni la Tunisie n'auraient perdu leur statut de protectorat, ou plutôt auraient réussi à échapper
au statut de protectorat, et les pays d'Afrique francophone seraient restés kiff bourrico. Hein. C'est l'Algérie qui a été le moteur, tout ça. Bon, en tout cas, le monde a changé, il s'est retourné radicalement. La deuxième, c'est en 1945 à peu près, bon, les mouvements de libération nationale, etc., soit armés, les plus connus étant évidemment le Vietnam et l'Algérie. Il y aura ensuite les mouvements de libération armés contre l'Empire portugais, dans le monde Mozambique, Angola, Guinée-Bissau. Bon, en même temps, c'était le petit Portugal, donc il n'allait pas tenir très longtemps. Quoique, ils ont quand même un peu résisté avec les Américains, mais enfin bon. Il est arrivé, c'est arrivé, l'indépendance est venue. Et le Portugal est revenu à sa vraie dimension. Voilà, c'est un tout petit pays d'Europe. Très sympathique, très respectable, hein. Mais un petit pays d'Europe, c'est pas un empire. Vous imaginez un empire mondial pour un truc comme le Portugal. Bon, c'est fini tout ça. Et évidemment, ça laisse des traces, hein, parce qu'ils sont habitués sur plusieurs siècles à être dans cette position de dominant. Ils ont perdu cette domination. Donc ça, c'était la perte de domination politique. Maintenant, c'est la perte de domination économique. Hein, la richesse mondiale, c'est quoi? C'est l'extraction du travail des gens, l'extraction de la plus-value, pour parler le langage de Marx, à l'échelle mondiale. Et c'est ça que les capitalistes se partagent. Or, dans ce partage, maintenant, il y a de nouveaux acteurs, et pas des petits. Et ces nouveaux acteurs qui ont commencé à croître à partir des années 90, hein, ça a été assez rapide, hein, ils ont cru non pas seulement par leurs propres moyens, mais c'est aussi parce que les capitalistes d'Occident, voulant accroître la masse de plus-value dont ils s'emparent, qu'ils extraient, ont décidé d'aller vers l'Asie. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis ou en Europe, les salaires étant trop élevés, les conditions sociales étant trop, d'après leur point de vue à eux, hein, étant des capitalistes, étant trop élevés, etc., ils ne pouvaient pas avoir les taux de profit qu'ils voulaient. Donc ils ont transféré dans des pays où c'était possible. La Chine présentait toutes les qualités. D'abord, ils étaient d'accord, c'était la politique de Deng Xiaoping, hein, donc souffrir, des zones franches, etc. Deuxièmement, la Chine, grâce au Parti communiste, c'est comme ça. C'est pas grâce à eux, hein. C'est pas grâce à l'Occident. C'est grâce au Parti communiste, avait une main-d'œuvre très bien formée, des cadres, des ingénieurs, des techniciens, etc., en quantité et de qualité. Ensuite, chose nécessaire aussi, des infrastructures solides. Il faut des ports, des aéroports, des routes, des chemins de fer, etc. Parce que sinon, on ne pouvait pas travailler. Bon, sinon, je veux dire, si on avait besoin de rien, bah, on irait au fin fond de l'Afrique. Hein. Ça serait réglé. Bon, mais non, il faut des infrastructures. Donc, avec tout ça, ils ont les grandes entreprises multinationales capitalistes européennes et américaines, japonaises un peu en partie aussi, ont financé massivement l'activité économique en Chine. Bon, je répète, pas pour des motifs de charité, non, pour gratter la main-d'œuvre chinoise. Bon, ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que les Chinois, c'est pas des abrutis. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est qu'eux, ben, ils avaient autre chose en tête, hein. C'est évident. L'autre chose en tête, c'était certes passer par la première étape d'accumulation de capital, d'accumulation de savoir-faire technique, industriel, etc. Ça s'apprend, hein, ça tombe pas du ciel. Et ensuite, mener leur propre politique. Vous savez, l'idée c'était, on va faire bosser les Chinois, ils vont nous faire des chaussettes à 3 centimes, et nous on va leur fourguer des avions, ou des ordinateurs, etc. Bon, maintenant j'ai pas besoin de commenter, tout le monde voit le résultat. C'est exactement le contraire. Voilà. Les chaussettes, ils ne produisent même plus. Ils font faire ça au Bangladesh ou au Vietnam ou je ne sais où. Par contre, ils sont en train de leur fourguer bientôt les avions, les machins, les trucs, les terres rares, les voitures. Enfin, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Hein, l'électroménager, enfin, il n'y a pas un seul truc. Bon, voilà, c'est l'atelier du monde. Hein. Je veux dire, on arrive à un point, les capitalistes américains et européens ont été tellement zinzin qu'ils ont transféré quasiment tout. C'est-à-dire qu'il y a des activités qui n'existent plus en Europe ou aux États-Unis. Trump il dit qu'il va réindustrialiser, etc. On verra bien, hein. C'est pas dit, c'est vraiment pas dit. En tout cas, les Chinois, eux, ont fait ce qu'on appelle la montée de gamme. Ils sont partis des chaussettes, toutes nazes là,
aux trucs les plus sophistiqués, les technologies les plus sophistiquées, les marchandises euh, qui intègrent le plus de valeur ajoutée, etc. Voilà. Voilà où on en sommes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'échelle mondiale, la part de la plus-value, de la valeur ajoutée, qu'avaient les Occidentaux, pour ajouter le Japon avec, hein, ou la Corée, est en train de se restreindre de façon drastique, tandis que les autres montent. Alors là, on a regardé juste avec la Chine ce qui est arrivé. Imaginez que l'Inde, derrière, imaginez le Vietnam qui est en train de monter, la Thaïlande qui est en train de monter, enfin tous. Euh, Peut-être en Afrique, en tout cas on peut espérer pour l'Algérie. En Amérique latine, pareil. Bref, hein, à l'échelle mondiale, on voit que la plus-value, la valeur ajoutée que peut extraire ce qu'on appelait de façon plus précise l'impérialisme occidental est en train de se réduire considérablement. Ce qui implique évidemment une bataille interne dans le monde occidental. Qui va prendre l'essentiel de la plus-value restante pour les Occidentaux, puisque une partie sera ce qu'on appelle les BRICS, ce qu'on appelle le Sud global, etc. Bon. Et c'est le début du phénomène. Hein. On est très loin de la fin. Hein. On n'a pas vu l'Acmé, on n'a pas vu le Zénith. On est encore loin. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer qu'il y a une bataille, qu'il va y avoir une bataille qui a commencé depuis un bout de temps déjà, au sein même de l'Occident. Qui va prendre le beefsteak? Qui va prendre la plus grosse part de la pizza? Bah, évidemment, c'est les États-Unis. Il n'y a pas photo. Ils sont en train, en ce moment même, de les ruiner. Mais dans certains pays, comme la France en particulier, il y a aussi une accélération. En réalité, en France, le phénomène a commencé bien avant Trump. Puisque dès Sarkozy jusqu'à maintenant Macron, la destruction de l'appareil industriel français a été radicale. Aujourd'hui, le taux d'industrialisation de la France, la part de l'industrie dans le PIB de la France, je crois que c'est 10%. On est parti à une époque de 30%, 37%. On n'est plus qu'à 10%. Passé à un certain niveau, on descendra parce qu'il faut toujours un niveau critique, c'est-à-dire un niveau d'infrastructure à partir duquel, si tu descends en dessous, il ne reste plus rien, tu t'effondres. Toi, c'est comme la santé, ou etc. En dessous d'un certain niveau, bon bah malheureusement, il n'y a plus grand chose à faire. D'accord? Donc, on en est là. Et donc, vous voyez la situation. La situation en France, alors je résume. À l'échelle mondiale, l'Occident perd la bataille d'appropriation de la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse mondiale. À l'échelle occidentale, les États-Unis s'emparent de l'essentiel. À l'échelle européenne, l'Allemagne essaye de maintenir sa position dominante face à l'Europe et l'Italie. L'Angleterre étant sortie. L'Angleterre essayant de se coller aux États-Unis, ramasser les billettes américaines. Bon, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe à l'échelle de la société française? À l'échelle de la société française, il va falloir ruiner un peu plus la grande masse des gens. Bon. Mais tout le monde, hein. Tout le monde va y passer en France. Tout le monde va y passer. Ça a déjà commencé. Le déclin des revenus, etc., est déjà entamé. Beaucoup de choses se sont déjà avancées. Mais ça va s'accentuer. C'est ce qu'on appelle tout bêtement la lutte des classes. La différence, il n'y a qu'une classe qui se bat, c'est-à-dire la bourgeoisie, avec son État. Parce qu'en bas, c'est le grand n'importe quoi. Et notamment à cause de la question de l'immigration. Il n'y a pas de conscience de classe en France, puisque la seule conscience auquel ils arrivent à s'élever, par exemple la grande masse française, c'est la conscience de race. Voilà. Je suis blanc, t'es blanc, t'es blanc. Au passage, la plupart des gens qu'ils désignent comme non blancs sont aussi blancs qu'eux. Simplement, ils ne sont pas blancs européens. Je veux dire, nous, des blancs, c'est pas ce qui manque. Hein. Des blancs. Il y a des gens très mat, etc. Mais une grande partie de chez nous sont blancs. Même très blancs. Et même très 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 blancs pour certains. On ne peut pas y distinguer physiquement quasiment d'un Européen. Donc, leur niveau de compréhension du monde, c'est la blanchitude.
Voilà, ils en sont à ce niveau vraiment élémentaire. Évidemment, ils ne voient pas la suite. Et quand ils peuvent éventuellement se dire que il y a peut-être pas que ça, c'est pas que la blanchitude qui compte dans la vie d'un pays, d'une économie, etc. On vient leur dire oui, mais c'est les Algériens, ils mangent tout. C'est les Algériens, ils ont ruiné les hôpitaux. C'est les Algériens, ils ruinent l'école. C'est les Algériens, ils ruinent je sais pas quoi. Puis derrière les Algériens, évidemment, les immigrés. Alors, il faut savoir que par exemple, l'argument, la calomnie plutôt, selon laquelle les Algériens ruinaient les hôpitaux, je peux vous trouver moi des textes qui datent des années 70, où c'était déjà le même cirque. Hein. Dans les années 70, ils accusaient les Algériens de ruiner les hôpitaux. C'est. Voilà, c'est une constante, il faut comprendre ça. Hein. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas comprendre l'évolution des rapports entre l'État français, la société française et l'Algérie. Donc voilà, nous sommes dans cette période-là où l'appauvrissement qui est dû au fait de perte de statut à l'échelle internationale des Occidentaux, et notamment de la France, se traduit également par une nécessité dans la gestion des rapports économiques et sociaux en France même, la nécessité de désigner encore plus nettement un ennemi intérieur. Et l'ennemi intérieur en France, c'est l'Algérien. C'est personne d'autre. Parce que seul l'Algérien a ce statut. L'Algérie, l'Algérien, a ce statut très particulier euh, d'un ennemi. D'un ennemi implacable, d'un ennemi méchant, d'un ennemi, etc. Alors que quand on regarde l'histoire réelle, pas le fantasme d'extrême droite, je veux dire, si quelqu'un doit se plaindre, c'est l'Algérien. C'est pas le pourriture d'extrême droite. Bon. Alors bien sûr, certains me diront oui, mais enfin, il y a quand même la délinquance, il y a la DZ mafia, je sais pas quoi. Bah, ce qui est vrai, hein. La délinquance, ça existe, et le narcotrafic, ça existe. C'est clair. Mais enfin, il faut être sérieux. C'est pas l'Algérie qui a organisé le narcotrafic en France. D'ailleurs, le simple fait qu'il y ait la marque DZ Mafia comme ça, dans un nom d'un groupe criminel, c'est quand même déjà un qu'à la base, c'est extrêmement suspect. C'est suspect. Mais bon, surtout quand on sait qu'en réalité, d'après ce qu'on peut lire ici ou là, des témoignages de gens qui ont fréquenté ces milieux-là, etc., manifestement, ces groupes-là sont en réalité pluriethniques, plurinationaux. Il y a des Algériens, mais. Enfin, des Algériens. Il y a des gens d'origine algérienne, ou de parents ou de grands-parents algériens. Mais il y a beaucoup aussi de Comoriens, de Français de souche, de Gitans. Enfin, il y a tout ce qu'on veut là-dedans. D'Africains, il y a tout ce qu'on veut. D'accord. Donc, nous réduire maintenant, quand c'est pas au statut de terroriste, c'est maintenant au statut de délinquant ou de narcotrafiquant, ça fait partie de la stratégie. Il ne faut pas se laisser influencer par ça. Il ne faut pas se laisser intimider. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. Évidemment, ça existe. Mais ça, c'est le problème de l'État français, c'est pas le mien. Je ne suis pas l'État, moi, français. C'est eux, l'État. S'ils veulent faire quelque chose, qu'ils le fassent. C'est pas compliqué, hein. Il y a plein de pays qui le font. Hein. Qu'ils observent déjà les pays d'Afrique du Nord. Hein. Ils vont voir que l'Algérie et la Tunisie. Je mets de côté le Maroc parce que là, c'est un producteur de narco. Donc, bon, c'est un truc encore à part. Encore que le cas du Maroc est très intéressant parce que c'est un producteur de narco, mais c'est aussi, on voit bien comment le narco est utilisé politiquement. Parce que c'est dans le Rif. Le Rif, c'est pas le Maroc, c'est clair. C'est pas le Maroc. Au sens politique, au sens de tout ce que vous voulez. Au sens de l'assentiment, de sens de sentiment d'appartenance, etc. C'est pas le Maroc. Et je vais dire, le Rif, c'est encore pire qu'en réalité que la Kabylie. Parce que les Kabyles se considèrent comme Algériens, et les Algériens considèrent comme, les Kabyles comme des Algériens, c'est pas le problème. Il y a eu des questions qui sont des questions légitimes qui ne sont pas encore réglées. Sur le statut de l'histoire réelle, c'est-à-dire le statut réel national. Hein, et non pas des identités chimériques. Hein, les Nord-Africains sont des Nord-Africains, c'est pas des Arabes venus en Afrique du Nord. Voilà.
pour le faire bref. Ce qui ne veut pas dire que la culture arabe n'est pas chez elle en Algérie. Évidemment qu'elle est chez elle. Elle s'y est installée, elle y est. C'est bon, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas faire disparaître la réalité historique, la réalité anthropologique, sur la base d'interprétations chimériques. Vous avez vu ce qui était passé, je reviens pas en arrière. Mais de la même façon que Boualem Sansal avait été condamné durement, puis finalement libéré parce que la loi algérienne le permet, et à juste titre, il y a un ancien professeur d'histoire qui s'appelle Mohamed Tahar Belghit, qui s'est pris lui aussi 5 ans de prison. Puis ça a été, en appel, ça a été réduit à 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il avait porté atteinte à ce qu'on appelle les constantes nationales. C'est-à-dire amazirité, arabité, islamité. Et là, comment il avait fait? En contestant, en reprenant les écrits d'une espèce de débile, littéralement une connasse, quoi, analphabète, thèse qui disait que le mot amazir n'existait pas, qu'il avait été inventé par les sionistes, je ne sais pas quand, hier matin, c'est Netanyahou, je ne sais pas quoi. Le type professeur d'histoire à l'université. Là aussi, on voit quand même les limites du système algérien. Je veux dire, il faut quand même être sérieux, hein, c'est terrible. Ce type-là, il a été professeur d'histoire en Algérie et il a été raconté. Alors que le mot amazir, il est mais ultra documenté. Je veux dire, c'est incroyable, même la quantité de documents anciens qui existent et qui prouvent que ce mot existait, était utilisé, etc. On a 1001 témoignages en langue arabe, en espagnol, en latin, en français. Enfin, c'est incroyable, de textes très anciens. Bon. Il s'est pris, donc, parce que pour contestation de l'identité, il s'est pris une peine de prison de 5 ans ramenée à 3 ans. Ben, c'est très bien. Il faut recaser les choses. Voilà. Donc je reviens à mon histoire, parce que c'est une petite digression par rapport au Maroc. La question de la drogue, pour dire que c'est une question toujours plus complexe. C'est de la criminalité, mais c'est toujours de la politique. Derrière, il y a de la politique. Derrière, il y a des gens qui utilisent tout ça. C'est facile à prouver. L'histoire de la drogue aux États-Unis, c'est une histoire d'État. Une histoire de banque et d'État, ça marche ensemble. On peut montrer comment la France a utilisé la drogue, par exemple, à l'époque coloniale, notamment au Maroc, lorsqu'ils avaient créé une société qui s'appelait la STK, Société du tabac et du kiff. C'est l'État français qui vendait le kiff. Tout le monde sait que les Français ont utilisé l'opium pour financer la guerre à l'époque, la guerre d'Indochine. Il faut savoir, c'est documenté, hein, c'est archi documenté. Il faut savoir comment en France on laissait faire, bon, peut-être qu'on ne protégeait pas au sens strict, mais on laissait faire, par exemple, à l'époque de la French Connection. Ce n'est que quand Nixon a commencé à menacer Pompidou, que les Français se sont dit, bon, on va pas s'emmerder, on va pas avoir des problèmes avec les Américains. Donc ils ont commencé à collaborer pour les faire tomber. Tout le monde sait que les cartels mexicains sont totalement liés, mais alors complètement liés à l'État mexicain. Alors ça peut dire que chaque membre de l'État mexicain est membre d'un cartel ou collabore avec un cartel, etc. Mais ça veut dire que très largement, il y a interconnexion. Bon, on peut dire la Colombie, enfin bref, on peut faire le tour du monde comme ça. Donc en France, il est vain de m'expliquer que, vous savez, il y a des endroits, enfin il y a des points de deal en France qui existent depuis, vous savez depuis combien de temps? Depuis 41 ans. 41 ans. Dans la région parisienne, par exemple, des points de deal depuis 41 ans. Mais c'est de la folie. Un État, vous allez me dire que l'État français n'était pas capable de nettoyer 2-3 endroits de ces points de deal. 40 ans durant, ils n'ont pas été capables. Mais un État qui est dans cette situation, il peut se dissoudre. Il est en état d'autodissolution. Si l'État français n'est pas foutu de déloger des points de deal qui durent depuis 40 ans, 41 ans pour être plus précis, c'est de la démence. Enfin, c'est de la démence. Bon, non seulement ils n'ont pas démantelé, mais il y en a partout maintenant. Là où il y avait dans certaines villes, il y avait 2 points de deal, maintenant il y en a 5, 6, 10, 15, Dieu sait combien. Sans parler du ce qu'ils appellent le Uber shit, le machin. Bon, c'est de la folie, c'est une prolifération complète. Donc, de choses l'une. Ou bien l'État n'est plus légitime, puisque
N'oubliez pas que le fondement de l'État, sa raison d'être, le motif de son existence, c'est la protection des gens, de leur vie et de leurs biens. Je renvoie par exemple au classique, qui est le Léviathan de Thomas Hobbes. Il n'y a pas d'autre raison, l'État. Si l'État existe, c'est pour ça. C'est pas pour, je sais pas quoi, mettre un feu rouge. C'est pas ça. Franchement, soyons sérieux. L'expression qu'on entend souvent, qui vient de Max Weber, qui dit que euh, euh, l'État exerce la violence légitime. C'est juste pour dire que elle est légitime en ce sens que elle est, disons, encadrée par des lois, mais qu'elle existe dans la mesure où elle est là pour défendre les citoyens, défendre leur vie et leurs biens. Si l'État n'exerce pas cette violence-là, n'est pas capable d'exercer la protection des biens et des gens, la vie des gens, parce qu'il ne s'agit même pas des gens comme ça, abstraitement, c'est leur vie. On parle de ça. Et les exemples qu'on a eu là en France très récemment, vous comprenez ce que je veux dire. L'État n'exerce plus sa fonction. Hein, quand il vous parle de zones abandonnées, je sais pas quoi, territoire perdu de sa mère, là, mais c'est toi qui t'es retiré, c'est pas, personne t'a dit de partir. Et même, franchement, si même des gens avaient dit quittez les quartiers, on ne veut plus vous voir, franchement, ils seraient partis comme ça. Oh, bah si vous voulez plus, on s'en va. Hein. Oh là là, oh, quelle mauvaise tête. Hein. Non, ils leur tirent dans le tas, franchement. C'est ça, ça fonctionne comme ça. D'accord. Quand l'État ne veut pas qu'il y ait de gilets jaunes dans les rues, il leur défonce la gueule, il leur arrache les mains, il leur arrache... Quand l'État ne veut pas que les écolos ils aillent à Sainte-Soline pour protester contre, je ne sais pas quelle aberration écologique encore, soi-disant profitable à l'agriculture, dans un chaos encore habituel, ils envoient les gendarmeries, les mecs, ils les massacrent. Ils se vendent en plus, les gars. Ah, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire des gendarmes de Sainte-Soline qui ont été enregistrés. Ça a été révélé par Mediapart et Libération. Les types se vantent de leur exposer la gueule. Vas-y, Jérôme, vas-y, Jean-Jean, défonce-lui la tête, arrache-lui la gueule et tout. C'est incroyable. Ce qu'ils ont fait, ils ont blessé gravement plusieurs personnes. Bon. Donc, quand l'État dit qu'il ne veut pas quelque chose, ben, il n'y a pas que c'est quelque chose. L'État français est encore assez puissant pour ça, largement. Donc, si toute cette narco-machin s'étale comme ça, c'est donc que c'est voulu. Il n'y a pas d'autre explication rationnelle. C'est voulu, c'est toléré. Alors, pourquoi maintenant, ça, c'est une autre histoire. Hein. Certains diront oui, c'est pour que les populations d'en bas n'aient pas le temps de penser à autre chose qu'à leur survie et à leur sécurité. Oui, c'est une explication qui n'est pas mauvaise. Mais c'est aussi pour entretenir la drogue. C'est-à-dire que, après tout, au lieu de s'occuper de lire des bouquins subversifs, qu'ils aillent plutôt chercher de la coke et du, comment ça s'appelle, du shit, du chichon, tout ça, ça c'est mieux. Nous, on préfère qu'ils aillent faire la queue là, dans des points de deal pour fumer, là, plutôt que d'aller dans des réunions où ils vont apprendre des trucs qu'il ne faut pas qu'ils apprennent. Voilà. Donc tout ça, à un moment, il faut quand même être sérieux. C'est délibéré, c'est voulu. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils contrôlent tout. Ah non, à un moment, ça les dépasse. C'est comme ça. L'histoire de je manipule, les États cherchent toujours à manipuler. Les services secrets, la police, etc. Toujours à manipuler des gens, à les retourner, à les contrôler, etc. Mais on sait bien que le retourner peut te retourner. C'est du judo, hein. Le retourner peut te retourner. Tu crois que tu as pris le dessus, le gars te retourne. Et de fait, on le sait, puisque la corruption est croissante dans l'appareil d'État. Le nombre de flics, et attention, des statuts très élevés, hein, il y a des commissaires, etc. Des flics, comment s'appelle, des agents pénitentiaires, enfin, il y a tout. Il y a tout. Donc, le niveau de corruption qui est en train de travailler l'État, l'effondrement, ça, c'est gravissime. Ça, c'est gravissime. C'est-à-dire que ceux qui ont manipulé se retrouvent à leur tour manipulés. C'est aussi que l'idéologie du pognon, l'idéologie
du grattage. Parce qu'il ne reste plus que ça. Hein. Il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de politique, il n'y a plus rien. Hein. C'est juste, je me fais des thunes. J'essaie de prendre plein de thunes, puis après je vais dépenser avec des travelots et avec la drogue. Ah, parce que c'est à peu près ça. Hein. C'est ça leur objectif dans la vie. Il y avait une époque où les gens faisaient des trucs un peu tordus, mais c'était parce que c'était pour une cause. Pour la politique, pour l'État, et même ne serait-ce que pour protéger leur famille ou leur communauté. Ah, c'est même plus ça. Hein. C'est vraiment les trucs les plus crasseux possibles et imaginables. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'un phénomène comme celui de la délinquance, de la drogue, qu'on essaye de nous mettre sur le dos, ouais, c'est des aides mafias, des Algériens, gna, gna, gna. Non, c'est vous. C'est vous, c'est qui l'État? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est, il y a encore peu de temps, Tata Yo-Yo, là, Otayo, ou Nunez, ou je sais pas qui, ou Valls, Sarkozy, enfin, ils se succèdent les uns les autres, et on voit le résultat. Bon, je n'y suis pour rien, moi. Parce que moi, j'ai quelques idées sur la manière d'arrêter le truc. Hein. Je ne veux pas vous les exposer, ça ne sert à rien. Mais j'ai quelques idées. Elles ne seraient même pas excessives. Il y a un peu de fermeté. Mais sans excès. Mais fermement. Et très ciblé. Certains le font, un petit pays, je ne sais plus lequel, président Boukele. C'est Salvador pour le président Boukele. Ah voilà. Ouais, comment il règle le problème? Alors, je dis pas, moi, je n'arrive même pas jusque-là, parce qu'en réalité, la société du Salvador, regardez, hein, elle était dans une situation bien pire que la France, mais largement, à tout point de vue. Et pourtant, il arrive à redresser la chose. En France, non. Mais quand je dis la France, en réalité, c'est toute l'Europe. Hein. Vous avez vu l'histoire de Mocro Mafia, Pays-Bas, Belgique. Vous avez vu la folie de la Suède. Suède, c'était le pays le plus peinard. Même on se faisait chier, toi. Il y a plein de bouquins, de romans, de cinéma. C'est des films, pour ceux qui connaissent, les films de Bergman, etc. C'est à dormir, c'est chiant, etc. Mais c'était peinard. Même la vodka, les trucs qui picolent là, c'était ultra réglementé. T'as le droit à 3 centilitres une fois par tous les 10 jours. Enfin, tout était vraiment cadré. Hein. Et maintenant, c'est des attentats, tu te croirais, je sais pas, même dans le sud, t'as pas ça. Même dans les pires moments de l'Irak, t'avais pas ça. Des fois, 3, 4 bombes, explosions, les mecs ils se tirent dessus, ils se filment, ils se découpent, et l'État, il est là, il les regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils en revenaient pas, les mecs, hein. Ils disent, nous, on a fait ça. Nous, pour un truc, hein, je sais pas comment il dirait, en langue, qui est un peu rude. Comment on a fait ça, Arnaud? Eh ben oui, vous l'avez fait. Alors maintenant, ils essaient de retourner le truc. Ils découvrent que le système judiciaire, il n'est pas à la hauteur. Ils découvrent, comme en France, hein. J'ai entendu hier, on est le 22 aujourd'hui, hein, 22 novembre 2025. J'ai entendu, c'était hier ou avant-hier, j'ai entendu que le dernier rapport officiel de l'administration pénitentiaire disait qu'ils avaient saisi en un an 90 000 téléphones portables. En 100 ans. Alors combien de tonnes de shit? Est-ce qu'il y a des meufs qui rentrent? Est-ce qu'il y a des travelots qui rentrent? Mais c'est n'importe quoi. Quoi, les prisons mexicaines, dans les films, la Narcos, tout ça. Hein, la série, là, Chapo. Le Chapo, il fait des fêtes, il fait venir des topus, il fait venir de la drogue, il fait du pinard. Enfin, c'est incroyable. C'est une folie absolue. Bon. Et venir nous rendre, nous, responsables de tout ce chaos, franchement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. La délinquance, le narcotrafic et toute la démence qu'on constate, malheureusement, elle est de la responsabilité de l'État français. Et des électeurs français. C'est pas français qui les élus. C'est même pas nous. Parce que nous, c'est très simple. Ou bien on n'a pas le droit de vote, ou alors ceux qui ont le droit de vote, de toute façon, ils votent pas. Ou très rarement. Il faut vraiment qu'on leur dise que le Front National, là, il arrive demain matin pour qu'ils aillent voter. Sinon, ils ne votent pas. Personne ne vote chez nous. Bon, tout le monde le sait. Bon, voilà. Donc, je le dis, le niveau de décomposition français, mais qui n'est pas propre à la France, hein. C'est tout l'Occident qui est comme ça. Et quand je dis Occident, je parle de tous les pays capitalistes anciennement développés. À quoi il faut ajouter donc évidemment le Japon et la Corée du Sud. Un pays comme la Corée du Sud, c'est un pays de déclingage intense.
comme le Japon. Hein. Mais c'est quasiment pire, ils ont tous les mêmes... D'ailleurs, c'est très simple, hein. Un indice, c'est qu'ils ne veulent même plus se reproduire, nulle part. Ils ne veulent plus se reproduire. Je crois qu'ils ont saisi, ils ont pris conscience du fait que c'était trop... qu'eux-mêmes, c'était n'importe quoi, que tout ce qu'il y avait autour d'eux, c'était n'importe quoi. Et franchement, c'est vrai. Pourquoi envoyer des pauvres gamins qui n'ont rien demandé dans un chaos pareil, qui risque d'être pire encore. Donc voilà. Alors, pour en venir où? Pour en venir au fait que ça ne va pas s'arranger en France, évidemment, que le rapport à la communauté algérienne, mais plus globalement la situation de l'immigration, etc., ne va pas s'arranger. Les contradictions sont là, elles vont continuer de se développer. Mais en même temps, les Français, y compris les trous du cul d'extrême droite, vont être obligés d'apprendre la dialectique. C'est quoi la dialectique? Eh bien, c'est le fait que le réel est contradictoire et qu'il faut essayer de tenir les deux bouts en même temps. Prenons la question de l'immigration, puisque c'est ça qui les obsède. Eh bien, l'immigration, tu pourras dire autant que tu n'en veux pas. Autant de fois que tu voudrais que tu n'en veux pas. Tu pourras même organiser, et je vais vous dire plus tard comment ils vont faire, organiser la déstabilisation de l'immigration, mais en même temps, quoi qu'il arrive, il faudra faire entrer de l'autre côté des immigrés. Il faudra faire entrer des immigrés, disais-je. Tout simplement parce que il faut que ça bosse. La richesse, ce que nous a enseigné l'économie politique classique, c'est-à-dire des choses sérieuses, des grands auteurs classiques, c'est-à-dire Smith, Ricardo et évidemment Karl Marx, c'est que la seule source de la richesse, c'est le travail vivant. Le travail vivant, c'est-à-dire le travail humain, pas le travail des morts, c'est-à-dire le travail des machines, des robots, de l'IA, tout ce que tu veux. C'est le travail vivant. S'il n'y a pas de travail vivant, cache la richesse. Il n'y en a pas. Donc, comme la démographie occidentale, comme je l'ai dit précédemment, est en état d'effondrement, mais tragique. Tragique. Pratiquement dans tous les pays, il y a plus de morts que de naissances. Puis il y a le stock de tous les vieux. Les vieux, ils vieillissent, et qu'est-ce que tu veux? À moins de les euthanasier, parce qu'il faudrait le faire, ça aussi. Parce que tous les vices possibles, ils les avancent. Hein. Y compris buter des gens. Hein. C'est des zinzins. Hein. Le capitalisme laissé à lui-même, laissé à son désastre, rend zinzin. C'est ça, arrêté. Mais d'un autre côté, puisqu'on ne peut plus faire face, on ne peut plus s'enrichir parce qu'il n'y a pas assez de travailleurs. On ne peut pas faire face aux obligations. Qui va ramasser les poubelles, qui va torcher le cul des vieux dans les EHPAD, qui va... Eh ben, il faut des immigrés, ça rabille. Donc, il va falloir continuer à les faire venir. Et ces deux injonctions, on le voit bien. Vous voyez bien que depuis 30 ans, qu'ils n'arrêtent pas de nous emmerder avec ça. Immigration, blablabla, immigration, blablabla. Et ben, tu vois bien que d'un côté, ils t'emmerdent, et de l'autre, ils laissent rentrer. Chacun le voit. Et en plus, chacun voit que on en fait rentrer beaucoup plus qu'avant. Mais alors vraiment beaucoup plus. C'est normal. La situation démographique s'effondrant davantage, il faut compenser. Il n'y a pas le choix. Alors maintenant, comment est-ce qu'ils vont essayer de faire ça? Au fond, où est-ce qu'ils veulent en venir? Eh bien, je vais vous dire très simplement. On commence déjà à le voir. Hein. Ça s'annonçait déjà depuis quelques années. Pour des observateurs un peu sérieux, c'était évident. Ils sont en train d'essayer de déstabiliser complètement le statut social, le statut juridique de l'immigration. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils savent qu'ils vont être obligés d'en faire entrer beaucoup. Mais pour que ça soit plus ou moins acceptable par la population, il va falloir quand même en faire sortir aussi beaucoup. Il faut que ce soit un jeu de flux. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de stock. Le stock doit être minimum. C'est comme dans le commerce, hein, dans l'entreprise. Hein. Tu as un stock, mais ton stock, tu ne vas pas garder 30 000 ans, il faut qu'il tourne. Sinon, tu immobilises de l'argent et donc tu vends rien. C'est pas bon. Tu ne peux pas remplir ton stock comme ça indéfiniment. Donc, il faut faire tourner. Et là, leur idée, c'est ça. C'est qu'ils se disent, bon, à partir de maintenant, on va retourner au statu quo antérieur aux années 80. Parce que le statut qu'on connaît aujourd'hui d'un stock d'immigration qui augmente sans arrêt, avec des droits juridiques, des garanties juridiques importantes, telles qu'on les connaît aujourd'hui,
ça n'existe que depuis la fin des années 80. Et ça s'est accéléré avec les années 90 surtout. C'est-à-dire dans le cadre de l'Union Européenne, etc. Parce qu'avant, par exemple en France, le statut, c'était pas ça du tout. Les statuts juridiques étaient précaires, toujours précaires. Vous savez, la fameuse double peine dont on parlait jadis, à l'époque des marches beurre, tout ça. La double peine, c'était quoi en réalité? À l'époque, c'était d'expulser des gens, moi j'en ai connu, des copains, qui étaient nés en France mais qui n'étaient pas français. Alors ça aussi, c'est un truc que les gens ne savent pas. Et ça concerne les Algériens justement. Beaucoup d'Algériens qui sont nés en France entre 1958 et 1962, c'est-à-dire le 31 décembre 62, ne sont plus français. Il faut savoir ça. On leur a retiré la nationalité française par une loi de 65-66, je ne sais plus. Je me souviens plus. On leur a retiré la nationalité française. Ce qui fait que, pour les Algériens, quand je dis on est en France, c'est en France. Hein. Donc, je ne parle pas de ceux qui sont nés dans les anciens départements d'Algérie. Quand je parle né en France, à Marseille, à Lyon, à Saint-Denis, à La Courneuve, à Tourcoing. Ok, je parle de ça. Bon, eh bien, ceux-là ont été privés de l'identité française, comme je vous l'ai dit, par une loi de 65 ou 66. Il faudrait vérifier la date, je ne me rappelle plus. Alors bien sûr, dans le tas, quelques-uns, un certain nombre, on demande à la nationalité française, certains l'ont récupéré, d'autres n'ont pas demandé. Quelques-uns ne l'ont pas obtenu. Puisque vous savez que c'est une chose à ordre tout à fait arbitraire. Bref, alors je cite ce cas-là pour vous dire que il y a des gens, beaucoup d'Algériens, parmi les plus vieux maintenant, qui sont nés en France, qui n'ont jamais vécu ailleurs, qui ne sont pas français. Pendant que les mêmes, c'est l'administration française, accorde à la nationalité française des mecs qui viennent d'arriver hier matin, qui ne parlent pas français. Ou qui éventuellement même ont des antécédents dans leur pays d'origine assez louches. C'est vous dire la folie de l'administration française, la folie de ces gens qui font n'importe quoi, d'ailleurs, il ne reste plus que ça, hein. C'est-à-dire montrer leur capacité à l'arbitraire. Parce que le pouvoir, chez eux, pour eux, c'est la capacité à montrer l'arbitraire. C'est tout. Puisqu'il n'y a plus de contre-pouvoir en France, c'est de la foutaise, il n'y a rien. Bon, ils font quasiment ce qu'ils veulent. D'où le chaos. Donc j'en étais à vous dire ça. Le but, c'est, je répète, déstabiliser l'immigration. Briser les statuts légaux, notamment qui accordent des cartes de séjour de longue durée, 10 ans, à renouvellement quasi automatique, qui accordent l'engouement familial, qui a le droit de, ça s'appelle, la nationalité française dès la naissance, le droit du sol, etc. Ça, ils veulent le saccager. Ils veulent retourner une situation où ton statut sera un statut précaire. D'accord? On te donnera une carte, comme c'était le cas avant. On te donnera une carte de séjour, par exemple, d'1 an, de 2 ans. Si tu as un contrat, tu restes. Tu n'as pas de contrat, tu retournes chez toi. On fera en sorte que tu ne puisses plus acquérir les droits sociaux, pour autant qu'ils existent encore dans quelques années. Parce que c'est parti comme ça, là, je ne sais pas ce qu'ils vont laisser. Hein. Mais enfin, faisons l'hypothèse qu'ils existent. Alors, les droits à la sécurité sociale, les droits à la retraite, les droits, etc., au chômage, tout ce que tu veux. Faire en sorte que tu ne les aies plus. Ou vraiment à portion congrue. Etc., etc. Bon. Déstabiliser la situation des immigrés en France. Faire en sorte qu'ils sortent au maximum. Faire partir le maximum. Pour qu'ensuite, ceux qui seront obligés de rentrer, parce qu'ils seront obligés de les faire rentrer, je répète, ne viennent que sur la base d'un statut plus faible, sans garantie. Mais en réalité, vous savez, c'est ce qu'ils font déjà dans les entreprises. À la SNCF, par exemple. Il y a eu l'époque où ceux qui étaient à la SNCF avaient un statut à vie. Ils avaient un statut, etc. Maintenant, les gens qui sont embauchés dans ces boîtes-là, par exemple la SNCF, ont des nouveaux statuts, qui sont des statuts précaires par rapport à ce que c'était le statut antérieur. C'est pareil pour les RATP d'avant et la RATP d'aujourd'hui.
dans beaucoup de boîtes. Même dans l'éducation nationale, vous voyez, hein, entre ceux qui avaient le statut euh, les statuts qu'on s'appelle officiels, hein, les statuts officiels, etc. Eh bien, par exemple, pour revenir à la SNCF, c'était les cheminots, le statut des cheminots, qui a changé entre ceux des anciens, qui ont des garanties d'avant, et les nouveaux qui n'ont plus du tout les garanties. C'est pareil dans l'enseignement, comme je viens de vous dire. Il y a ceux qui sont passés par le concours, etc., et qui ont encore un peu de statut des garanties anciennes, et tous ceux qui rentrent maintenant, ce sont des contractuels. Et eux, bah, ils n'ont plus ces statuts du tout. D'ailleurs, ils n'ont même plus de salaire non plus. Enfin, c'est mieux que rien, mais ils n'ont plus le même salaire. Et ils n'ont plus les mêmes évolutions de carrière. Même s'ils peuvent rester leur vie dans l'éducation nationale, mais ils n'auront plus jamais les statuts antérieurs. Voilà. Et bien, c'est le même principe. Je répète, il faut réduire le stock d'immigration, mais continuer le flux. Retourner à un statut antérieur, statu quo ante, comme on dit, qui était le statut du turnover généralisé. L'immigration a été très longtemps une immigration, notamment celle venue par exemple d'Algérie, au départ. Au départ, c'était pas en 1900, hier matin, là, en 2022. Hein. Non, au départ, c'est dans les années 1910, etc., et même un peu antérieur. Bon. L'immigration était une immigration de turnover. C'est-à-dire que les gens venaient passer 2-3 ans et retournaient au bled. Puis après, c'était un frère qui venait. Il faisait tourner la famille. Il faisait tourner pour qu'il y ait toujours quelqu'un là-bas et qui est quelqu'un ici qui gagne un peu et qui ramène, qui envoie un peu de thunes. Voilà, c'était ça le système. Ça a été aussi le cas pour des Africains, hein, pour beaucoup de gens. Puis bon, l'immigration familiale, il a commencé aussi très tôt, hein, mais à petite dose. L'immigration familiale, par exemple, pour les Algériens, je dis les Algériens parce que les autres Maghrébins, les autres Nord-Africains sont arrivés après. Ou même quand ils étaient là en même temps, ils étaient en tout petit nombre. Tout petit nombre. Donc c'est plutôt les Algériens. L'immigration familiale de masse, c'est pas les années 70, c'est pas le regroupement familial, aucun rapport. Hein. Non, c'est les années 50, c'est la guerre d'Algérie. Il faut savoir, j'ai plus en tête le bouquin, un des bouquins qui traite de la question d'une historienne française, qui montre comment l'administration française a organisé le départ des familles en Algérie, dans les zones combattantes, les zones où l'ALN était très implantée, les virer en France, quand elles avaient une famille en France, quand elles avaient un époux qui était seul à l'époque, et ben on disait tu vas rejoindre ton mari là-bas en France. Pourquoi? Le but c'était, selon vous savez, le schéma maoïste de la guerre révolutionnaire, qui était que le combattant devait être comme un poisson dans l'eau. Eux, la contre-insurrection française disait bah, il faut les priver d'eau. Comme ça, ils vont étouffer. Et comment priver d'eau? Bah, c'était les priver du soutien de la population. Et donc, il fallait carrément virer les gens ailleurs. Et ceux qui avaient un lien avec la France, directement, qui avait quelqu'un qui travaillait en France, qui vivait en France, et ben, c'était de l'envoyer. C'est comme ça que l'immigration augmente. Ça, c'est un fait statistique. À partir des années 54, à partir de la guerre d'indépendance. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existait pas du tout avant. Elle existait, mais en proportion plus faible. Voilà, bref. Donc, c'est ça l'objectif. Hein, je ne veux pas allonger la chose plus longtemps. C'est facile à vérifier. D'ailleurs, c'est très simple. Hein. Ceux qui connaissent des gens qui sont en ce moment en train de renouveler des cartes de séjour, ou bien qui sont en train de demander une carte de séjour, etc., voient bien le bordel que c'est. Vous savez qu'en ce moment même, toute la procédure de renouvellement de carte de séjour a été modifiée. Ce n'est plus directement les préfectures qui le font, c'est un organe digital, tout est digitalisé, c'est une vraie pagaille. Et qu'il y a tellement de problèmes maintenant que les tribunaux administratifs sont saturés comment dit-on, de procédures. Ils sont saturés de procédures, de recours, parce que l'administration débloque complètement. Alors certains pourraient dire oui, mais c'est parce que c'est pas au point. Non, c'est pas ça l'explication. L'explication c'était délibéré, ils font des essais. D'accord? Ils essayent de voir comment ça marche.
comment ils vont pouvoir le généraliser. C'est comme ça qu'ils travaillent, hein, toujours. Voilà. Donc c'est déjà commencé. Alors, jusqu'où ça ira, Dieu seul le sait, comme pour toute chose. Mais disons que c'est bien ça leurs intentions, il ne peut pas y en avoir d'autres. Bien, sur ce, je crois que je vais en rester là pour cette fois. Et je vous dis donc au revoir et je vous dis à bientôt, Inch'Allah.